Good afternoon, this is Dr. John Bennett from Neurosurgical TV. It's my pleasure to introduce Jean-Paul. He's going to run the proceedings and it's going to be in French. Welcome, Jean-Paul, and it's all yours. Thank you, Dr. Bennett. And straight away, I'm giving the floor to Dr. Hervé Lekouya, the presenter, to start the presentation. Dr. Hervé, vous avez la parole pour commencer la présentation. Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend là où vous êtes. Merci pour la parole. Sans plus tarder, je vais commencer à la présentation du sujet. Ça, c'est notre 4e séminaire. Nous nous souvenons encore que nous avons commencé avec notre série des présentations qui a commencé depuis environ 2 semaines. Nous avons essayé de commencer avec l'approche générale PTC, Primary Trauma Care. Et puis, par la suite, nous avons essayé d'aller organe par organe, si je dois appeler. Et puis, aujourd'hui, nous allons, comme l'autre fois, nous avons discuté les traumatismes du membre. Malheureusement, le temps n'était pas aussi suffisant pour nous pour discuter en profondeur la matière. Et nous avons suggéré que nous reportons la séance des traumatologies crâniennes pour aujourd'hui. Et nous allons commencer sans plus tarder. Je demande à Bennett. Mr. Bennett, can you please display us the first slide? Okay, just give me a second, okay? Okay, let me make sure I got the right one. Okay. Hold on. Nous sommes en train de commencer avec les traumatismes crâniens. Pour rappel, notre session est interactive. Tout le monde va contribuer. Je suis en train de... Is that the right one or is it another one? Wow. That looks good. Is that it? No, that is the banner. But I want you to share this PowerPoint slide. Oh, okay, hold on, give me a second. We'll get it. I just opened the wrong file. Ok, je continue à parler. Je disais que notre session est interactive. Nous allons essayer de discuter ensemble. C'est un échange en général, échange d'expérience, mais aussi nous allons essayer de discuter en profondeur. Parfois, nous donnons la parole à l'audience pour essayer de donner... That's not the right one? No. No. It's still a burner. We need the PowerPoint slide. Okay. I think we should start by PowerPoint number 142. Okay. I don't know if I... Oh. Yeah, it's written trauma. No, I only have 2. Okay, I'll get you this one. Et pour l'audience, n'oubliez pas, soyez à l'aise d'interagir. Nous allons passer à l'échange, surtout questions-réponses du type académique. Nous serons là vraiment contents d'écouter votre contribution dans toutes les directions. Still looking for the slide. I don't have it. I'm gonna look in your WhatsApp account. All right. OK. Comme nous sommes en train d'attendre les slides, Dr. John va nous balancer bientôt. Je commence par vous rappeler que la prise en charge des traumas, nous avons commencé depuis les 2 semaines passées. Ça consiste à une approche très systématique que nous avons appelée ABCD. Remember, souvenez-vous, et c'était toujours accolé avec l'examen des rachis cervicales. Alors, pour vous rappeler, les E plus les A, comme on dit en français, avec rachis cervical,
consistait à vérifier les voies aériennes qui sont ouvertes et aussi les maintenir ouvertes. Et il y a des manœuvres que nous avons vu discuter dans les sessions passées. Et les B, en fait, c'est la respiration, la mécanique ventilatoire. Et comme B, ça vient de l'anglais breathing. Et là, nous essayons principalement de s'assurer que les patients est en train de respirer correctement. Et nous allons nous assurer aussi par cette étape s'il y a des obstructions qui essaient de limiter les mécanismes ventilatoires. Ça peut dire on peut avoir un épanchement au niveau thoracique ou on peut avoir d'autres lésions qui peuvent empêcher le mécanisme ventilatoire. À ce moment-là, nous allons passer à certaines interventions qui peuvent aider les patients à bien respirer. Okay. Et puis, nous avons parlé de C. Les C, c'était circulation, c'est comme circulation. Et à ces points de C, nous avons insisté aussi à l'hémorragie qu'il faut nécessairement identifier et, si possible, stopper ou essayer de corriger. Il y a beaucoup de discussions qu'on a eues, surtout avec la légion des membres qu'on a eu la fois dernière et les légions thoraciques. C'était vraiment intéressant pour nous pour voir comment on pouvait aussi essayer de stopper l'hémorragie après correction. Et le D, c'est disability, ça c'est... merci pour les slides. You can go to 142. OK. Et nous avons aussi discuté sur D, qui sont en fait des réactions neurologiques que les Anglais appellent les disability. En fait, c'est là où on se focalise sur le système nerveux, l'état de conscience et ainsi de suite. Et c'était l'exposure ou environnement. On va essayer de voir en général tout les restes. Et puis, il y aura deuxième, ce qu'on appelle les secondary survey, où nous essayons aussi de passer systématiquement. Je vais attendre les slides. Oh yes, that's the slide. Okay, onward. Okay. Pour aujourd'hui, nous commençons ici, comme intitulé trauma crânien. Je sais que le mot trauma, en français, nous avons encore beaucoup de difficultés à les corréler avec les traumas anglais. Mais ici, trauma, c'est dans le sens d'un impact qui est physique dû, par exemple, à un accident de circulation ou dû, par exemple, à une agression ou à une chute à la terre. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre trauma. Je sais que le mot trauma, toujours, quand on est dans les francophones, c'est un peu divers. Next slide. OK. L'objectif ici, en fait, nous ne sommes pas en train de donner un cours de neurochirurgie, mais nous sommes en train de donner des cours de trauma crânien dans un sens où nous allons aider les patients à maximiser les chances de survie avant que les interventions avancées puissent arriver. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'approche structurée du trauma crânien et il faut identifier aussi les lésions traumatiques graves du crâne qui peuvent le mettre en vie en danger. Certaines choses, comme on a discuté l'autre fois, ne nécessitent pas nécessairement l'intervention d'un neurochirurgien ou d'un centre spécialisé. Même là où vous êtes, vous pouvez déjà poser des actes qui peuvent encore une fois contribuer à augmenter la chance de survie pour les patients. Next slide. Nous commençons par un scénario ici. On a un homme de 25 ans qui a été heurté par une voiture à vive allure. Et les patients, dès qu'ils nous voient dans l'image, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'hôpital. Il a perdu connaissance et sa respiration est bruyante. Alors, quand vous avez un tel cas, je laisse la parole encore à l'audience. Next slide. La première question, c'est
que ferez-vous d'abord? La seconde, quelles sont vos priorités dans son traitement? Et la troisième, qu'est-ce que vous essayerez de prévenir? Alors, je laisse encore une fois la parole à l'audience. Si quelqu'un est prêt à donner une des suggestions, il peut parler. Mr. Bennett? Yes. I'm just asking now the audience to try to contribute, and they may unmute according to what they want to answer. Okay. Yeah. Okay, now you Est-ce que quelqu'un veut intervenir? what do you want me to do now? Ask. I was just reminding you, I'm asking the audience to speak, so someone may unmute his microphone and start speaking, just to be aware of it. Oh, okay, yeah, very good. Yes, please do that. Je peux? Go ahead, go ahead. OK. Est-ce que quelqu'un peut commencer à répondre à une des questions ou à donner des suggestions? Oui, je peux. Bonjour, docteur Tizemba. Bonjour, docteur Hervé. Le plaisir est pour moi de te suivre et de répondre à tes questions. Vous me suivez? Vous écoutez très bien. Vous me suivez très bien? Je vous écoute très bien, merci. Ah, d'accord. Le plaisir est pour moi de répondre. Try again, go ahead again. I'm sorry, we lost you. Go ahead. Okay, go ahead, Dr. Hervé. OK. Docteur Tizemba, vous êtes perdu? On ne vous écoute plus? OK, s'il vous plaît. Oui, maintenant ça va? Oui, je disais, qu'est-ce que je vais faire dans ces cas? On l'amène dans un état de perte de connaissance. La respiration, elle est bruyante. Il est vrai, je ne suis pas neurochirurgien, mais je vais d'abord libérer le voie respiratoire. Absolument, il faut libérer les voies respiratoires. Je vais immobiliser la colonne cervicale. Le principe est connu, tout traumatisé crânio-encéphalique est considéré comme traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. Je vais immobiliser, je vais évaluer son score de Glasgow et puis ça va me permettre de les classifier. Donc voilà un peu ce que je peux faire. Hein. Mais la voix ABC est toujours en tête, on va suivre. OK. Merci pour avoir intervenu déjà plus tôt. Nous demandons encore à quelqu'un d'autre dans l'audience s'il peut donner une réponse à l'une des... Par exemple, quelles sont les priorités? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le panel qui peut répondre? Comme il traîne de réagir, je n'en ai pas oublié, je peux compléter un examen général pour me rassurer que les autres systèmes ne sont pas concernés, étant donné que les traumatismes crâniens peuvent toujours s'accompagner d'atteinte d'autres systèmes. Donc voilà, quelque chose d'autre que je peux ajouter comme il n'y a pas d'intervenant. Merci beaucoup. Okay, Mr. Bennett, next slide. Okay. Comme Dr. Tizemba a répondu, c'était presque l'approche que nous avons commencé depuis le début. C'est la même chose que nous allons répéter. Toujours commencer par libérer les voies respiratoires. Comme on a vu déjà, on ne peut pas s'attarder encore. Et être sûr que la personne a une colonne cervicale immobilisée jusqu'à preuve du contraire.
et nous passons à toutes les étapes comme on a vu B, C, D et E. Oui, c'est V, Dr C, Max. P. J'appelle à partir de Nundu. Ok. Je suis médecin généraliste. Vous avez la parole, docteur. Previous slide, please. Previous slide. Okay, previous. Yeah, this one. Docteur Marcel, vous pouvez parler. Docteur Marcel, vous êtes là? Okay, looks like it's gone. We can move to the next slide. And then next slide. OK. Pour rappel, je vais continuer. On va répondre à ces questions-là comme ce sont des questions qui nous introduisent déjà pour toute la discussion. En général, les traumatismes crâniens, comme on a vu dans la première séance, ce qu'on appelle la courbe trimodale des traumatisés. Il y a une grande partie des patients qui meurent, environ 50% des traumatisés graves meurent. Environ 50% meurent dans les 30 minutes qui suivent l'accident. Généralement, ce sont des traumatismes sévères, coma crânien sévères, qui généralement on ne peut pas récupérer. Et il y a aussi d'autres traumatismes cardiaques qui peuvent aussi intervenir dans cette première étape. Et puis, il y a les deuxièmes pics des traumas qui, en fait, les patients meurent dans les 2 heures après l'accident ou après la chute, tout dépend des causes. Et parmi ces grands groupes, nous avons des traumatisés de l'abdomen, des traumatisés des membres, Max, mais aussi. À qui vous donne la parole? Docteur, vous pouvez venir même après parce qu'on a presque déjà sauté cette étape-là. OK. Et puis, l'autre étape, l'autre grande partie, ce sont des traumatisés crâniens aussi qui peuvent survivre et puis par la suite, ils ont d'autres causes qui peuvent les emporter. Alors, dans le troisième groupe, on a dit ceux qui vont survivre et puis ils vont peut-être mourir d'autres causes au niveau des ICU, parmi lesquels nous avons aussi des traumas crâniens. Alors, dans les traumas crâniens, comme on a vu, c'est la cause la plus fréquente des décès post-traumatiques ou post-trauma en anglais. Et la prise en charge initiale ne dépend pas de l'obtention d'un scanner ou d'un neurochirurgien. Souvenez-vous que lorsque vous avez un patient qui vient chez vous et que vous n'avez pas libéré les voies aériennes, quelle que soit votre compétence en neurochirurgie ou chirurgie cardiaque ou en chirurgie viscérale, si les voies aériennes ne sont pas libérées, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que pour sauver les patients là. Alors, je commence toujours à rappeler cette étape-là qui ne dépend pas d'un neurochirurgien. Et aussi, souvenez-vous, la tête est supportée par les rachis cervicales qui est mobile. Quand il y a un traumatisme crânien, souvenez-vous, le cou qui est très mobile peut être aussi et plus souvent impliqué dans un traumatisme qui est modéré jusqu'à grave. Il faut toujours avoir cette assumption que les patients ont un traumatisme cervical associé. Souvenez-vous encore dans ces groupes ici, c'est souvent fréquent chez les jeunes, même si on n'a pas mis ça ici. C'est très fréquent chez les jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont plus mobiles et plus exposés et ce sont des personnes qui gagnent l'argent, en fait, qui sont concernées dans ces traumas crâniens. Souvenez-vous encore que les 2 éléments qui vont aggraver la mortalité, c'est l'hypoxie. Hypoxie, c'est toujours voies aériennes et respiration. Et l'hypotension qui peut être secondaire à une hémorragie sévère ou peut-être à venir des lésions cervicales qui aussi peuvent contribuer à l'hypotension.
Et puis dans ça, il y a des choses que nous devons éviter, ce qu'on appelle des lésions cérébrales secondaires. Next slide. Alors, ça, c'était un peu classique. Comme on a dit, on enseigne à l'école que quand vous avez un trauma crânien, vous avez des lésions. Ce sont des lésions cérébrales, bien que c'est écrit cervical, ce sont des lésions cérébrales qui peuvent être primaires, c'est-à-dire qui interviennent au moment de l'accident même, au moment du trauma même que ça intervienne. Et souvent, on n'en peut pas faire beaucoup parce que c'est déjà arrivé. Et le plus souvent, ce sont des lésions, des contusions ou des lésions axonales diffuses. Et parfois, des lésions pénétrantes aussi. Vous avez les tirs par balle ou peut-être un objet tranchant qui passe par le crâne. Ce sont des lésions qu'on ne peut pas faire beaucoup. Next slide. Et viennent après ce qu'on appelle les lésions secondaires. Les lésions secondaires surviennent après que les primaires aient eu lieu. Le corps peut à lui-même essayer de limiter les problèmes tout en créant d'autres problèmes. Souvenez-vous encore que lorsque nous avons des lésions au niveau cérébral, le corps peut avoir d'autres lésions concurremment. Généralement, on peut avoir des lésions thoraciques parce que vous êtes tombé, on vous a heurté par une voiture qui était à grande vitesse. Ce n'est pas seulement la tête qui tombe, mais aussi les troncs, les thorax en général, qui peuvent aussi être impliqués. Et tout cela peut contribuer à ce que nous avons dit plus tôt, les voies aériennes ou la respiration. On peut avoir un pneumothorax, on peut avoir une contusion pulmonaire, on peut avoir même des lésions viscérales, abdominales graves qui peuvent aussi contribuer à faire survenir ce qu'on appelle les lésions secondaires. Alors, les lésions secondaires viennent en fait des causes systémiques, mais aussi peuvent aussi localement la réaction inflammatoire du corps ou la réponse du corps par rapport à la lésion qui a été déjà observée. Et la plupart des cas, les lésions secondaires sont évitables. Et elles sont évitables lorsque nous appliquons les A, B, C, D, E de façon systématique. Next slide. Alors, quelles sont les causes des lésions secondaires cérébrales? On a déjà anticipé en disant qu'ils peuvent venir de façon systémique ou de façon locale. Si nous voyons, par exemple, le cerveau qui est traumatisé, il y a l'œdème qui peut commencer un œdème lésionnel qui souvent suit une toxicité cellulaire qui est endommagée, qui va libérer des éléments cellulaires qui sont libérés dans la circulation, peut déjà démarrer une cascade des réactions inflammatoires. Généralement, il y aura un édème lésionnaire autour des tissus qui est lésé, qui est ici le cerveau. Alors, nous avons la loi qui nous montre déjà que le cerveau qui est en état inflammatoire, il va commencer de plus en plus à s'enflammer. Alors, l'irrigation, ici, je vais parler de drainage, c'est-à-dire les retours veineux du sang. Quand le sang ne retourne pas très bien, il y a encore une accumulation du sang et qui peut aggraver encore l'édème, parce que l'édème est dû à une accumulation. Alors, il faut vraiment favoriser qu'il y ait beaucoup plus de drainage du sang veineux pour essayer un peu de combattre cet édème-là. Il y a aussi les problèmes d'oxygénation. Lorsqu'il y a l'édème, un tissu édématé va encore une fois impliquer un autre phénomène qui est une réduction des perfusions cérébrales. Alors, cela va encore une fois s'aggraver parce que l'oxygène qui n'arrive pas au niveau cérébral va encore provoquer des lésions ischémiques graves. Alors, il faut favoriser
l'oxygénation. Quand vous avez une réduction d'approvisionnement en oxygène du cerveau, c'est-à-dire déjà au niveau systémique, par exemple au niveau du thorax, où on ne sait pas bien respirer, où les voies respiratoires sont obstruées, le cerveau va encore une fois aller dans la direction d'avoir des lésions secondaires. Généralement, c'est l'édème cérébral qui va s'en suivre. L'hypoxie qui va encore aggraver l'édème cérébral qui va encore aggraver l'hypoxie cellulaire. Mais aussi, il y a un autre problème qui arrive et est ici qui est connu, consomme beaucoup plus d'oxygène. Alors qu'il y a difficulté d'approvisionnement, la consommation d'oxygène aussi augmente. Alors, ce sont des facteurs qui aggravent aussi les lésions secondaires. Généralement, quand vous avez la fièvre qui, en fait, augmente la demande en métabolisme de base et qui fait que les tissus cérébraux commencent encore à consommer plus que d'avant. Mais aussi, un autre facteur qui arrive, ce sont les attaques convulsives, ce qu'on appelle généralement les convulsions. Généralement, elles consomment beaucoup d'oxygène pour que les cerveaux qui sera en excitation de façon continue va encore consommer beaucoup d'oxygène. Ce sont des choses qui réduisent encore la consommation dans une situation de difficulté d'approvisionnement. Autre cause, nous savons aussi, les cerveaux, comme on nous a tous enseigné, ils aiment beaucoup le sucre, les glucoses. Quand le glucose n'est pas assez délivré au niveau du cerveau, on peut déjà avoir des problèmes qui aggravent encore des lésions secondaires. Les lésions secondaires, généralement, ça part d'une lésion focale, et puis il y aura ce qu'on appelle les pénombres. Ça commence à s'extendre. Vous avez un petit foyer où il y avait la lésion. Avec le temps, ce foyer-là va commencer à s'étendre via l'édème et peut aussi devenir massif et mettre en danger la vie du patient jusqu'à un engagement cérébral. Next slide, please. Ça, c'est la loi de Monroe que nous avons tous apprise, qui nous rappelle que les crânes, c'est un espace clos. Clos, généralement chez l'adulte, comme on dit, l'enfant, il y a encore des sutures qui sont ouvertes. Un clos, c'est pour dire que lorsque quelque chose entre là, il y a une perturbation qui va se faire. Soit quelqu'un doit laisser l'espace, ou carrément le cerveau lui-même va chercher à faire une herniation, ce qu'on appelle les hernies intracrâniennes. Alors, la formule se résume avec les PPC, qui est la pression des perfusions cérébrales, qui en fait est une résultante de la pression artérielle moyenne avec la pression intracrânienne. Ceci étant dit, lorsque une personne a un problème au niveau de la pression artérielle, où il y a une hypotension, la perfusion crânienne va aussi baisser parce que la résultante de ces dépressions-là ne va pas beaucoup délivrer le sang au niveau des tissus cérébraux. Mais en même temps aussi, lorsque la pression intracrânienne augmente, le sang doit pomper contre une résistance qui va aussi essayer de réduire cette perfusion-là. Alors, généralement, nous disons, lorsque la pression intracrânienne augmente, le débit sanguin cérébral aussi baisse, ou bien lorsque la pression artérielle ou la pression artérielle moyenne, comme une différence, lorsqu'elle essaie de baisser aussi, tout va dans ce sens-là. Next slide. Alors ici, je ne vais pas encore m'attarder pour discuter parce que j'ai déjà anticipé. Qu'est-ce qui peut accroître maintenant la pression intracrânienne? On a déjà dit ça. Souvent, c'est secondaire à un édème qui vient avec un taux bas d'oxygénation au niveau du sang, où on n'arrive pas à dégager les CO2. Souvent, ça, c'est lorsque nous sommes en train de respirer, il faut qu'on élimine les CO2. Ça peut aggraver encore la pression intracrânienne. Et il y a aussi les dèmes ou les hématomes qui sont là, qui essaient d'accroître et ça diminue l'espace. Et chose
un peu plus simple à faire, c'est la position de la tête. Quand la tête est basse, les drainages qui devaient se faire de façon de suivre la gravité devaient encore devenir plus difficiles. On recommande que vous essayez un peu de lever la tête dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui peut réduire la pression artérielle moyenne? Nous avons dit, c'est comme l'hémorragie. On peut avoir l'hypotension due à une lésion cervicale et autres causes aussi peuvent être à la base de ces problèmes. Next slide. Et ça, c'est ce que j'ai dit. Cause d'oxygène, c'est voies aériennes, désobstruer les voies aériennes. On répète toujours voies aériennes, c'est pour que nous tous, nous puissions vraiment nous focaliser. Souvenez-vous, cette évaluation des voies aériennes, c'est dans notre première étape d'évaluation, dans les 2 à 5 minutes que nous devons nous focaliser. Généralement, quand nous avons un patient, nous oublions d'abord les Glasgow, oublions tout le reste. Focalisons-nous sur les voies aériennes. Est-ce que la personne respire? Ça, c'est déjà un indicateur qui nous dit que les voies aériennes sont ouvertes. Ou deuxième chose qu'il faut déjà imaginer, si la personne parle, vous pouvez savoir que les voies aériennes sont libres. Les COD, comme on a dit, ça nous aide à hyperventiler. Mais d'un premier temps, quand c'est très élevé, c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui va augmenter l'édème cérébral. Next slide. Maintenant, nous avons l'examen neurologique du patient. Après avoir passé A, B, C, D, c'est les D où nous focalisons à l'examen neurologique du patient. Souvenez-vous encore, dans cet examen neurologique, nous avons dit essentiellement c'est les scores de Glasgow pour l'évaluation de l'état de conscience, qu'on appelle les GCS ou les GCS en français. Si ce point ici, quand vous avez un patient qui vient à l'état de conscience, ne vous attendez pas encore à évaluer les patients. Prenez votre temps, surtout à évaluer les voies aériennes. Surtout ça, c'est ce qui est plus important. Et puis, la respiration, la circulation, et on peut passer à l'évaluation des scores de Glasgow. Mais n'empêche, si vous avez une approche qui est, vous avez beaucoup de personnes dans l'équipe, vous pouvez aussi distribuer les tâches. Quelqu'un s'occupe des A, B, C, D, ça aussi c'est faisable. Mais votre attention ne doit pas être comme prioritaire. Autre chose pour les GCS, c'est plus important pour nous parce que c'est quand même de façon graduelle. On peut quantifier ça et on peut l'avoir de façon répétée. Une autre personne peut faire la même chose, il aura les chiffres presque égaux. C'est très important pour savoir comment évaluer ça. Et aussi, les chiffres qui sont là, devons vraiment les maîtriser. Il faut les faire presque de façon répétée pour que nous puissions être un peu bien outillés à les faire. Next slide. Ça, c'est les scores de Glasgow en général. Tout le monde, je vois qu'ici, nous connaissons ces scores. Pour l'ouverture des yeux, c'est 4. La réponse verbale, c'est 5. Ça, c'est le maximum. Et puis, la réponse motrice, c'est 6. Et je ne vais pas encore vraiment m'atteler sur C. Mais souvenez-vous que le plus important dans ces scores, quand vous avez des paramètres des moteurs qui commencent à changer, sachez que votre patient est en train de s'enfoncer de plus en plus. Et les paramètres qui sont les plus flexibles à changer, ce sont la réponse verbale qui change et puis l'ouverture des yeux. Et les réponses motrices viennent en dernier lieu. Next slide. OK. Alors, quand vous faites votre score, vous devez catégoriser. Vous avez généralement 3 catégories, ou d'autres parlent de 4 catégories, où vous avez la gravité des traumatismes peut être mineure, c'est quand le score est de 13 à 15, modéré 9 à 12, sévère quand c'est inférieur à 8,
Et il y a aussi notre score qui parle de critique quand c'est inférieur à 6, inférieur à 5. Next. Et puis, plus important, c'est après l'examen de conscience, l'état de conscience, passer à l'examen des pupilles. Ça, c'est vraiment un atout majeur que les cliniciens ont. On n'a pas besoin d'avoir des CT scans pour déjà nous orienter. Les pupilles peuvent nous dire beaucoup, peuvent même nous orienter vers la lésion avant que nous puissions avoir des investigations avancées. On va se focaliser sur la taille, la réactivité et puis l'égalité. Et puis dans ce cas-là, l'égalité, on peut parler de bilatéral ou unilatéral. Next slide. Lorsque les deux pupilles sont fixes, dilatées et ne réagissent pas à la lumière avec votre torche, il faut comment penser aux causes qui sont systémiques, comme l'hypoxie sévère qui est à la cause, ou on peut avoir une hypothermie, on peut avoir des convulsions à répétition ou des convulsions qui ont presque détérioré l'état de conscience. Aussi, ils peuvent être secondaires à une lésion crânienne qui est grave au départ, comme des lésions axonales diffuses grade 3, peuvent aussi déjà nous donner des descriptions pareilles. Unilatéral. Next slide. OK, quand c'est unilatéral, ça doit vraiment vous aider à bien vous focaliser sur les patients. Quand vous avez un patient, vous examinez, les yeux se présentent comme ces slides ici. Déjà, vous devez vous orienter à quelque chose qui est localisé là où il y a la dilatation. Par exemple, quand vous avez une pupille qui est de ce côté ici, on peut déjà dire si ça c'est l'œil droit. Les problèmes se passent au niveau de l'œil droit. Déjà, on doit déjà anticiper qu'il y a un problème à cet œil droit. Next slide. Et puis, il y a les signes de la latéralisation, les modes de respiration, et puis la position. Next. Alors, si vous êtes dans un centre où on pouvait avoir accès au CT scan, à ce moment-là, vous pouvez découvrir un peu plus sur votre patient. Souvenez-vous tout ce qu'on a dit au départ, vous n'avez pas besoin de CT scan. C'est vous-même qui continuez à examiner les patients cliniquement. Et puis, vous allez peut-être, avec le temps, demander des examens d'imagerie thoracique, abdominale et puis des membres. Généralement, il y a un examen. Pour les CT scans, vous allez demander si vous avez suspecté quelque chose qui se passe au niveau crânien. Alors, qu'est-ce que vous allez voir dans les CT scans? Généralement, vous allez trouver, plus fréquemment, vous allez trouver des hémorragies intracrâniennes. Elles sont de plusieurs, disons, elles sont diverses, mais le plus souvent, elles sont potentiellement mortelles. Et vous pouvez les détecter même pendant votre évaluation primaire si vous avez accès au CT scan. Et certains nécessitent une intervention rapide. Next slide. On va seulement donner succinctement quelques lésions que vous pouvez trouver avec votre CT scan. On peut avoir, tout ça, vous pouvez avoir aussi cliniquement si vous êtes vraiment outillé. Mais de plus en plus, on conseille d'avoir les CT scans à côté de vous pour ne pas perdre beaucoup de temps à hésiter ou à savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que ces lésions peuvent aussi avoir des caractéristiques similaires où vous allez partir pour évacuer un hématome, vous trouvez un édème qui est massif, où vous allez pour l'un ou l'autre, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Mais pour mieux aider les patients, si vous avez accès au CT scan, vous allez détecter ceci. Généralement, qu'est-ce que vous allez avoir dans l'histoire? Si quelqu'un a cet hématome extradural, il y aura d'abord une perte de conscience initiale.
dû peut-être au traumatisme initial, les patients se réveillent. Mais avec le temps, le sang s'accumule, il y a généralement l'impact de la tablette interne qui est vraiment tranchant lorsqu'il y a une fracture. Et puis, cette tablette interne va essayer de léser le vaisseau, généralement l'artère méningée. Et avec le temps, ça s'accumule. Et souvenez-vous, c'est une urgence quand vous avez un patient qui a une histoire pareille. Il était bien, après l'accident, il marche. Et puis après, il est devenu de plus en plus agité, confus. Il n'est plus comme il était au départ. Et même l'état de conscience peut fléchir. Il peut devenir encore inconscient avec des posturations. Tous ces patients-là, quand vous avez une histoire pareille, souvenez-vous que ça peut être un hématome extradural. Et le plus souvent, vous pouvez avoir aussi une hémiparésie au niveau contralatéral. Parfois, la pupille qui est avec des mêmes côtés où il y a la lésion, ça peut aussi donner une information. Mais généralement, la pupille peut arriver lorsque c'est tout. Next slide. Et puis, on va essayer d'aller vite, juste donner les images parce qu'on n'a plus de temps. On peut avoir l'hématome suddural aigu. Ceci, c'est parmi les mauvaises lésions qu'il faut avoir parce qu'elle a un pronostic très réservé et n'est pas vraiment une lésion facile on peut corriger l'hématome, on peut corriger tout, mais les séquelles cérébrales sont vraiment importantes. Next slide. Next slide. On peut avoir aussi les contusions cérébrales qui peuvent être dans différentes allocations. Ça dépend là où. Ça peut même se trouver au niveau des tâches postérieures. Celui-là peut être encore plus grave et puis peut aussi mettre des patients en mauvais pronostic. On peut avoir des fractures en barrure du crâne. On peut avoir les fractures de la base du crâne, on peut avoir des liquides céphalorachidés qui coulent dans le nez, on peut avoir d'autres signes que nous connaissons. Et plus fréquemment aussi, on a les commotions cérébrales. Le tout ici, généralement, ne nécessite pas une intervention rapide ou des neurochirurgies, mais peuvent être encore bien gérées au départ avant d'être envoyées. Next slide. Je vois que j'ai beaucoup parlé déjà. Je crois que je dois aller vers la fin de ma présentation parce que je crois que je dois laisser le temps aussi au présentateur. On m'avait donné 30 minutes. Je suis déjà dans les 35. Next slide. Prise en charge, souvenez-vous, on répète encore voies aériennes, respiration, circulation. Tout ça, c'est pour éviter l'augmentation de la pression intracrânienne. Next slide. Souvenez-vous encore, lorsque vous avez un traumatisé crânien grave, celui-ci nécessite être hospitalisé dans des soins intensifs. Et généralement, ces patients doivent recevoir l'oxygène avec des voies aériennes avancées comme l'intubation ou la trachéostomie, ça dépendant de là où vous êtes. Et aussi, vous devez maintenir la concentration en CO2 dans le sang de façon dans la normalité. Il faut traiter tout ce qui est hypotension et aussi parfois, il nécessite une sédation si nécessaire quand ils sont dans les ICU. Next slide. D'autres choses qu'on peut faire plus simplement, il faut mettre la tête dans un angle au moins pas plus de 30 degrés. Et puis, il faut prévenir l'hyperthermie, il faut traiter tout ce qui est fièvre, il faut corriger tout ce qui est hypotension, tout ce qui est hypoglycémie, hyperglycémie, il faut les corriger. Il faut corriger tout ce qui est trouble métabolique, mais aussi continuer à évaluer les patients parce qu'il y a d'autres lésions qui les préoccupent aussi, comme les réseaux thoraciques. Réévaluer fréquemment, voies respiratoires, réévaluer fréquemment. Next slide. Et quand vous avez votre examen, vous faites votre examen de tête et cou, souvenez-vous, il faut aussi regarder les lacérations qu'on a, les ecchymoses et tout le reste là, la couche chevelue. Ça vous aide aussi à vous orienter. Parfois, il faut
faire des sutures pour prévenir l'infection quand c'est une fracture ouverte du crâne. N'oubliez pas que vous êtes toujours dans une approche générale des ABCD, c'est tous les corps. Vous n'êtes pas seulement au niveau du crâne, mais c'est tous les corps que vous voyez, vous traitez les patients. Next slide. OK, quand l'état de conscience du patient commence à détériorer, souvenez-vous, il faut toujours évaluer et puis contacter l'équipe de neurochirurgie si possible. Next slide. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Je vais donner la parole à notre orateur modérateur du jour. Et j'espère que nous aurons encore une autre discussion qui continue après celle-ci. Merci beaucoup. Ok. Merci, Dr. Hervé Lekouya, pour cette présentation. Vous avez légèrement dépassé le temps, mais on comprend. Nous allons directement donner la parole aux membres du panel pour ajouter des commentaires et parler un peu en fonction de cette présentation, ce qu'ils pensent qu'il faut insister et ajouter. Nous allons commencer avec Dr. Chisemba, qui est chirurgien dans le département de traumato-orthopédie au clinique universitaire de Kinshasa. Dr. Chisemba, vous avez la parole pour les ajouts, pour les commentaires par rapport à cette présentation, à maximum 10 minutes, pas plus, pour qu'on donne la parole à l'autre. Merci, docteur. Vous avez la parole. Docteur Chisemba, vous avez la parole. Hello? Allô, docteur Chisemba? Dr. Chisemba? Docteur Chisemba, il est en ligne, le micro est on, mais on ne l'écoute pas. He's there, but he's not answering. OK. En entendant qu'il vienne en ligne, est-ce qu'il y a un participant qui a une question ou quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation? Oui. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur, pour cette présentation qui a été très bien. Alors, je voulais juste donner quelques commentaires et après, je vais poser deux petites questions à la fin. Donc, mes commentaires, normalement, c'est sur l'échelle de Glasgow. Je pense qu'il y a des informations qu'il fallait changer. Par exemple, quand on parle de l'ouverture des yeux, quand on cote à 3, vous avez dit que c'est commande verbale. Non, ce n'est pas, c'est donc à la commande verbale. À l'ouverture des yeux, on ne commande pas. Quand on donne une commande, c'est-à-dire ça devient une réponse motrice. Quand on dit à la malade, ouvrez les yeux, ce n'est plus l'ouverture des yeux, ça devient réponse motrice. Parce que, par exemple, chez un malade qui est tétraplégique, et on ne peut pas lui dire de soulever la main, on lui donne une commande, on peut utiliser les muscles de l'expression de la face, ou on peut demander au malade d'ouvrir les yeux. Donc, on dit c'est l'ouverture des yeux au bruit ou à la parole. Quand vous entrez, vous parlez et puis le malade ouvre, mais pas seulement quand vous donnez une commande. Quand vous donnez une commande, ça devient la réponse motrice. Et puis, il y a l'hématome extradural. Vous avez parlé de l'artère méningée moyenne et puis l'hématome sous-dural, vous avez parlé des veines. Donc, c'est pas seulement l'hématome extradural, c'est pas seulement d'origine artérielle. Il y a aussi des veines. Par exemple, les sinus peuvent donner aussi un hématome extradural. Il y a des veines diploïques aussi qui peuvent donner un hématome extradural. Donc,
l'origine, ce n'est pas seulement l'artère et l'hématome extradural, on peut aussi avoir des veines qui donnent l'hématome extradural. Voilà. Après, vous avez parlé des autres lésions. Vous avez parlé des commotions cérébrales. Donc, comment vous classifiez, comment vous définissez la commotion cérébrale et pourquoi vous classez ça comme une lésion? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était, vous avez dit quand le Glasgow est inférieur à 8, des fois, vous donnez aussi le liquide de remplissage, le malade, vous avez dit strictement inférieur à 8, c'est le traumatisme grave. Je ne sais pas, dans d'autres livres, on parle c'est inférieur, donc c'est Glasgow 8 est inférieur, donc pas strictement inférieur à 8. Donc à partir de 8 et en deçà, c'est traumatisme grave. Et je voulais aussi savoir c'est quel liquide de remplissage que vous donnez en cas de traumatisme crânien grave. Donc voilà les deux petites questions. Peut-être enfin pour le petit commentaire de la fin. L'élévation de la tête, souvent on parle de 30 à 45 degrés. 20 degrés, c'est trop peu pour favoriser un bon retour veineux. Voilà, merci beaucoup pour l'exposé. OK, merci beaucoup pour votre contribution. Je suis content que vous ayez relevé certains points. Ça, ce sont d'abord la difficulté que nous avons ici, c'était tous ces slides, ce sont des slides patent. Ça appartient au PTC. Nous avons essayé juste de traduire en français les mêmes slides tels que c'était originellement décrit, mais les changements, on peut modifier avec le temps. OK? Je vois que là, ce que vous avez relevé, c'est vraiment important. On a fait une traduction, si vous regardez même, ce sont des traductions presque littéraires pour juste adapter. Ce n'est pas juste correctement comme vous avez vu. Je m'excuse pour certains détails que vous voyez là. C'est juste des problèmes de traduction. Mais le contenu est toujours le même, comme on a dit, avec l'ouverture des yeux et l'activité motrice. Merci pour la contribution. Et la deuxième question, vous avez encore une fois donné aussi la deuxième remarque, vous avez vous-même aussi relevé les problèmes d'élévation de la tête. Et c'est vrai, c'est pas en dessous, c'est pas 20 degrés. Généralement, c'est dans les 30, 45, entre là. Mais 30, c'est ce qui est encore recommandé pour la plupart des écoles. Et pour les hématomes et consorts, et ça, juste, j'avais dit au départ que je ne voulais pas donner un cours de neurochirurgie ici. On voulait juste nous voulons juste nous focaliser sur ce qui est première étape ou pour les premiers éléments à faire pour les patients qui ont des traumatismes crâniens. Ce sont juste des exemples que j'ai donnés. Si je devais donner tous les détails sur même la forme et consorts et des origines, ça pourrait encore beaucoup plus compliquer l'audience parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont là. Ils ne sont pas dans le domaine chirurgical, ils sont juste des praticiens qui reçoivent aussi des accidentés, ils veulent aussi bénéficier. C'est dans ce sens-là que nous avons essayé juste de donner ce qui est classique, mais aussi, vous avez raison, il y a des sinus veineux qui peuvent donner des hémorragies massives. J'accepte cela et merci beaucoup. La question pour les remplissages, nous devons encore une fois considérer autre chose. Généralement, il faut voir les patients comme un tout, pas parce qu'on ne les remplit pas les patients parce qu'il est traumatisé crânien. Généralement, quand un traumatisme crânien est là, focalisez-vous sur votre ABCD. Est-ce qu'il a besoin de remplissage? Qu'est-ce qu'il a perdu pour avoir un remplissage? Ça, c'est la question qu'il faut poser. S'il a une hémorragie qui est dans le thorax, abdomen ou dans les pelvis ou dans les cuisses, dans la cuisse, à ce moment-là, vous pouvez peut-être penser à autre chose, peut-être pour maintenir une hypotension un peu distributive qu'on peut accepter, pas remplir pour augmenter la pression pour perfuser. Peut-être ce qu'il fallait peut-être insister, il faut garder la map avec un certain chiffre comme 70 ou au-delà de 70, c'était peut-être important. Vous avez aussi mentionné, si j'ai encore bonne mémoire, c'est
quel type de liquide il faut donner. Alors, c'est plutôt quel type d'osmothérapie il faut donner. Le plus important, c'est quand vous avez traumatisé grave, comme on a dit, c'est inférieur ou égal à 8. OK? Là, vous avez le choix entre les mannitol ou la solution hypertonique. Ça dépend. Les mannitol, le problème, c'est que si le patient a déjà perdu beaucoup de volume, vous êtes limité encore à donner les mannitol parce qu'il va encore avoir des problèmes au niveau rénal. L'hypertonique devient de plus en plus pratique. Dans notre centre, nous donnons que l'hypertonique le plus souvent. Et parfois, on donne les mannitol si le patient est stable et on pense que c'est important. Mais c'est de plus en plus hypertonique que nous donnons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Hervé, pour votre intervention. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Le liquide que je voulais savoir, c'était par rapport au liquide de maintenance, ou soit le liquide de réanimation quand vous recevez un malade. Parce qu'il y a toujours des... Donc, je ne parle pas de liquide pour traiter l'édème cérébral comme les solutions physiologiques ou bien les solutions salées, hypertoniques ou les mannitol. J'étais en train de parler de liquide de réanimation. Quand on donne les cristalloïdes, vous avez un malade avec traumatisme crânien. Qu'est-ce que vous préférez? Parce qu'il y a toujours des controverses partout au monde. Il y a des gens qui préfèrent le Ringer lactate, il y a des gens qui préfèrent la solution physiologique. Donc, je voulais savoir dans votre centre, souvent, c'est quel liquide que vous donnez pour la réanimation et aussi pour la maintenance. Parce que nous, d'habitude, on ne prend pas, on évite un peu les Ringer lactate parce qu'il est légèrement hypotonique par rapport à l'osmolarité du sang, donc hyposmolaire, pardon. Alors que le physiologique, il a l'osmolarité, même osmolarité que le sang. Et d'habitude, on préfère la solution physiologique que les Ringer lactate. On pense que ça peut aggraver l'édème cérébral. Mais dans d'autres centres, les gens continuent toujours à utiliser aussi les Ringer lactate en cas de traumatisme crânien pour dire que l'osmolarité, là, c'est légèrement inférieur, ça ne va pas affecter beaucoup. Donc, c'est un peu ça que je voulais savoir dans par rapport à ces controverses-là, dans votre centre, vous utilisez quoi? Ringer lactate ou solution physiologique pour la réanimation? Merci. Pour notre centre, la réanimation, nous n'avons pas un protocole pour les liquides. On ne donne pas de liquide, à moins que vous avez besoin de liquide. Si vous avez perdu du sang, nous pensons qu'on peut vous donner un peu de liquide pour remplacer. C'est vraiment rationnel. Nous ne sommes pas, chez nous, on est vraiment strict avec les liquides, les fluides. On ne donne pas n'importe. Si on doit donner pour maintenance, peut-être la solution physiologique peut être acceptée. Mais généralement, on évite de donner tout autre liquide que le patient n'a pas besoin. S'il a perdu du sang, on va le transfuser. Si on n'a pas de sang, peut-être on peut donner ce qu'on appelle des plasma expander pour gagner du temps. Mais généralement, nous ne donnons pas les liquides. S'il y a des liquides à donner pour une réanimation, peut-être pour autre chose, on va peut-être proférer la solution physiologique. En fait, ce n'est pas dans notre protocole de réanimation, donner des fluides aux patients, à moins qu'il ait d'autres problèmes comme au niveau du thorax ou au niveau de l'abdomen ou des membres qu'on peut considérer. Si c'est seulement un trauma crânien isolé, je pense que on peut ne pas donner, à moins qu'il y ait vraiment nécessité. Ça, c'est notre approche. Mais d'autres, je sais, on donne le liquide pour réanimer. On trouve que c'est donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas besoin. C'est comme ça que nous jugeons. Je crois que j'ai répondu à cette. Ok, merci beaucoup, docteur Hervé, et merci, docteur Maloba, pour votre contribution. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Notre temps tend vers la fin. Il y a une autre question, commentaire à ajouter. Vous pouvez aussi. Oui. Oui, docteur Paulin. Bonsoir. Oui. Oui, merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui et merci à docteur Bennett. C'est heureusement vous veniez de dire ça. Docteur Paulin, si nous voulons présenter docteur Paulin qui est parmi nous, c'est la première fois. S'il a quelque chose à dire, nous lui donnons la parole au modérateur et approcher docteur Paulin. Merci. Docteur Paulin, vous avez la parole.
Docteur Paulin, votre micro est off. Vous pouvez le mettre ordre et parler. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend maintenant. Bonsoir tout le monde. Bon, en fait, Bonsoir. là, je suis le docteur Paulin, en fait, je suis médecin urgentiste du SAMU en France depuis plusieurs années. Il est évident que voilà, le sujet qui est effectivement présenté est un sujet très intéressant. Bon, j'aurais vraiment pas le temps de tout développer parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont tout à fait dans le bon sens. Je sais pas, ce sujet sur le traumatisme crânien, il a été présenté dans une globalité de la prise en charge d'un polytraumatisé ou simplement un traumatisme crânien isolé. Parce que si on considère que le trauma crânien est pris dans la globalité d'un polytraumatisé, alors je pense que le docteur Lekouya avait effectivement abordé la question à un moment donné de son exposé. Si l'on prend la globalité du traumatisme crânien chez un polytraumatisé, alors là, ça change complètement la donne. Parce qu'on sait très bien que, bon, il a présenté quelques cas, il y a eu un hématome sous-dural, un hématome extradural, etc. Mais dans les cas d'un polytraumatisé, ce qui va être très important, c'est effectivement de s'assurer qu'il n'y ait pas le traumatisme de l'abdomen qui va nécessiter une laparotomie en urgence pour aller faire l'hémostase rapidement avant de prendre en charge le traumatisme crânien qui peut toujours effectivement attendre. Parce que si on ne fait pas le laparo pour quelqu'un qui a un trauma abdominal avec un saignement interne, c'est sûr que cette personne décédera. Quoi qu'il se passe. Alors que le trauma crânien, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence dans le traumatisme crânien. Il y a effectivement aussi une urgence, et en particulier l'hématome extradural, qui est une urgence. Moi, je préfère prendre ces problèmes du trauma crânien dans cette globalité-là. Maintenant, si on devait vraiment isoler, j'aurais vraiment pas le temps parce que c'est un sujet qui me passionne et j'interviens beaucoup sur d'autres sites, effectivement. Mais après, je ne sais pas combien de temps il nous reste ou est-ce qu'il faut quand même que je laisse la parole à d'autres. J'ai entendu dire, alors là, on a évoqué la question de soluté. C'est une évidence que en ce qui concerne le soluté, le sérum salé physiologique, c'est effectivement le soluté des préfères par excellence que l'on va mettre chez quelqu'un qui est traumatisé crânien et en particulier chez le polytraumatisé. Parce qu'évidemment, vous avez ici évoqué les soucis de l'hyperosmolarité ou de l'hyposmolarité, etc. C'est sûr qu'on ne mettra pas un glucosé chez un patient qui est polytraumatisé et qui plus est un traumatisme crânien. Et il me semble que, en l'occurrence, là, pour le coup, c'est le sérum salé isotonique qui est quand même préférentiel par rapport à d'autres solutés. Alors, quand on n'a pas celui-ci, bien sûr, on peut se contenter de mettre du ringer lactate, comme l'a suggéré un collègue. Et le docteur Lekouya a parlé du mannitol ou du sérum salé hypertonique. Mais là, c'est effectivement quand on a un œdème cérébral et surtout, pour revenir sur ce qu'il a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire si on a ce qu'on appelle une anisocorie, c'est-à-dire il y a unilatéralité pupillaire, avec un côté, on a effectivement une mydriase, et de l'autre côté, nous avons un myosis, ce qui témoigne effectivement d'un processus expansif intracrânien, et notamment ce que Lekouya a dit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a effectivement un hématome extradural, qui est une urgence par excellence neurochirurgicale. Mais urgence neurochirurgicale s'il n'y a pas d'autres lésions, et en particulier s'il n'y a pas de lésions abdominales. Donc voilà c'est sur quoi je voulais quand même revenir. Mettre du mannitol pour quelqu'un qui a effectivement des signes d'engagement, et voilà, c'est-à-dire les signes d'engagement comme évoqués par les docteurs Lekouya, c'est-à-dire l'anisocorie, pupille effectivement dilatée, une d'un côté et l'autre qui est plutôt normale, ça c'est l'anisocorie et ça témoigne. Alors au pire des cas, on peut avoir effectivement les deux pupilles qui sont dilatées, et il a fait voir une diapositive tout à l'heure, et ça par conséquent, ça signifie qu'effectivement il y a des lésions, j'allais dire cérébrales beaucoup plus graves, qui vont nécessiter une prise en charge rapide au niveau neurochirurgical. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui, et par conséquent, bon, c'est des patients qui vont nécessiter qu'on leur mette une osmothérapie avec soit du SSE, c'est-à-dire du SSH, du sérum salé hypertonique, ou bon, ce qui est plus courant, c'est-à-dire le mannitol. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Le docteur Lekouya a soulevé une question sur ce qu'on appelle les axos. Alors moi, je vais le dire en français, c'est ACSOS,
qui sont donc les accidents cérébraux secondaires d'origine systémique, il a fait allusion tout à l'heure, qui sont l'hypotension, qui sont l'hypoglycémie, il y a l'hypothermie, il y a l'hypercapnie, et il y en a un cinquième, j'ai oublié, mais enfin il y en a d'autres aussi, des métaboliques, l'hypoglycémie, voilà, c'est ça. Ça, c'est le cinquième. Et ce sont des éléments qui accompagnent effectivement le crânien dans l'immédiat ou secondairement, mais surtout secondairement, et qui nécessiterait qu'on restaure ces éléments-là. Il faut vraiment en prendre compte parce que c'est très important. C'est le traumatisme crânien, en sachant que la complication majeure de ces axos, ça va être que 5 jours, 7 jours, voire 2 semaines plus tard, nous pouvons effectivement avoir ce qu'on appelle un vasospasme cérébral, qui est une complication beaucoup plus grave également, et qui va s'accompagner, qui peut s'accompagner également de l'apparition d'une hypertension intracrânienne, voire d'une hydrocéphalie. Et il faut véritablement prendre compte de ces arguments. Et j'ai remercié le docteur Lekouya pour avoir fait allusion à ça. Je parle un peu vite parce que bon, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a aussi une question qui a été posée concernant le Glasgow. Alors, le Glasgow, bon, tout le monde sait le faire, tout le monde sait les calculer, le problème n'est pas là. Si maintenant Lekouya nous dit voilà, un Glasgow inférieur ou égal à 8, c'est le Glasgow où, en effet, il faut considérer que le patient est grave. Et de toute manière, il est grave, parce qu'il a un traumatisme crânien avec un coma d'emblée. Bon, maintenant, je reprends toujours le docteur Lekouya qui a montré cette diapositive avec un hématome extradural, avec quelqu'un qui va s'enfoncer progressivement. Parce que c'est ça qui est important à voir. Parce que quelqu'un qui arrive avec un Glasgow à 10, admettons, et qui dans les minutes qui vont suivre, ou qui arrive avec un Glasgow à 10, avec déjà une anisocorie, c'est-à-dire une asymétrie pupillaire, ou qui arrive avec déjà une mydriase bilatérale, c'est-à-dire quelqu'un qui a des signes d'engagement d'emblée. Là, il se passe quoi? Et quelqu'un qui a un Glasgow à 10, on a soit une asymétrie pupillaire, soit une mydriase bilatérale. Je ne vais pas attendre que ce patient-là tombe à soit un Glasgow inférieur ou égal à 8 pour dire je vais mettre les mesures en place et peut-être effectivement l'intuber à ce moment-là pour éviter qu'il se mette en hypoxie, etc. C'est un patient qui, quand il arrive, ou quand je le prends, parce que moi je suis médecin urgentiste SAMU, c'est-à-dire que je suis sur le terrain, là où il y a avec mon ambulance de réanimation et les équipes, si ces patients ont un Glasgow à 10, voire même 11, et que d'emblée ils présentent déjà des signes d'engagement, je ne vais pas me poser des questions et me dire je vais attendre qu'il tombe à 8 ou inférieur à 8 pour pouvoir entreprendre soit la mise en place du mannitol ou éventuellement l'intuber. C'est un patient qu'on va immédiatement intuber, c'est un patient à qui l'on va poser les mannitols d'emblée parce qu'on sait que l'hématome sous-dural, il va encore pousser, extradural, pardon, il va pousser jusqu'à ce que le patient va se retrouver avec les oculomoteurs qui vont être négatifs, les oculocardiaques qui vont être effectivement présents, etc. Et il va manquer les réflexes cornéens. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de trucs, tout un tas de choses. Bon, je suis désolé de monopoliser la parole, mais je vais peut-être en laisser quand même à d'autres. Mais voilà, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. Mais bon, je n'aurai pas le temps, moi, de développer toutes les choses. J'ai essayé un petit peu de répondre à ce que le docteur Lekouya a déjà dit. Mais bon, enfin, il a dit les choses essentielles. Donc, c'est juste ça. C'est vrai que moi, je parle en tant qu'urgentiste parce que je suis médecin urgentiste et que ce sont des choses que je vois tous les jours. Ce sont des choses que je vis tous les jours, et notamment sur les accidents de la voie publique, des gens qui tombent des chantiers, quelqu'un qui tombe d'un arbre, ou etc., etc. Donc, c'est pour ça que moi, je vois le problème du traumatisme crânien. Alors, dans sa globalité, mais on peut le voir aussi de manière isolée, c'est-à-dire, mais vraiment que le trauma crânien, avec peut-être ou sans un traumatisme du rachis cervical, etc., etc., etc. Puis bon, en parlant du CT scan, le CT scan, c'est évident que compte tenu du mécanisme, soit il faut faire un body scan, un scan corps entier, ou alors on va se limiter effectivement au scanner cérébral avec une coupe sur les cervicales, voir s'il n'y a pas d'autres choses qui accompagnent. Donc, vous voyez, bon, je pourrais en parler longuement, mais je ne peux pas monopoliser la parole, il faut que je laisse la parole à d'autres. Merci beaucoup, Dr Paulin, pour cette intervention. On aurait bien voulu écouter davantage. Je ne sais pas s'il n'y a pas une autre personne avec une question. Vous pouvez peut-être
ajouter quelque chose que vous pensez être nécessaire étant urgentiste dans la pratique, quelque chose que vous pensez que vous voulez encore insister là-dessus, à part ce que vous avez dit, avant que je pose ma question. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui veut bien parler. Hein. Enfin, je ne suis pas seul, on est plusieurs. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait éventuellement dire un mot? Et puis, je ne sais même pas si on a encore un peu de temps. On est dans les ajouts avant qu'on puisse clôturer. Avant qu'on puisse résumer. Sauf si y a-t-il quelqu'un d'autre qui a ajouté ou une question? Moi, je voulais encore poser une question à Dr. Paulin. Oui, Dr. Lekouya. Oui, comment vous faites pour les soins intensifs? Est-ce que vous avez un soin intensif qui est séparé des traumatisés crâniens, pour dire des traumatisés crâniens ou chirurgicaux et des traumatisés des pathologies médicales? Vous les séparez ou vous les mettez ensemble? Oui, alors, d'une manière générale, dans les grands centres hospitaliers, où nous avons ce qu'on appelle des services, notamment des trauma centers, c'est-à-dire que c'est des endroits où nous orientons nos patients à partir du moment où ils sont gravement effectivement blessés. Là, il y a un anesthésiste réanimateur qui est entouré de son équipe, dans laquelle on trouve, il peut y avoir, en fonction de ce qu'on leur apporte on leur transfère comme patient, s'il y a un trauma orthopédique associé, s'il y a l'abdomen associé, s'il y a du vasculaire. C'est vrai que nous, tout ceci, on l'annonce en aval, plutôt en amont, excusez-moi, en amont, on annonce tout ceci, de manière à ce que quand on arrive, l'équipe est au complet, avec les chirurgiens vasculaires, avec l'orthopédiste, voire même les chirurgiens viscérales, et l'anesthésiste réanimateur, et le neurochirurgien, bien entendu, et l'anesthésiste réanimateur qui, lui, va être le leader de l'équipe pour effectivement coordonner tout ça. Alors, la plupart du temps, il est vrai, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a des réanimations chirurgicales qui vont en effet prendre en charge ces types de patients. Et à côté de ça, nous avons également des réanimations médicales, tout simplement pour des gens qui font des intoxications médicamenteuses gravissimes, ou des gens qui viennent en état en choc septique, ou des gens qui viennent pour, je ne sais pas moi, des chocs cardiogéniques. Bon, là, je pourrais en citer, mais ce qu'il faut bien voir, effectivement, il y a dans les grands centres hospitaliers, c'est vrai, il y a cette différence-là, réanimation chirurgicale. Il y a même dans les réanimations chirurgicales, des réanimations chirurgicales spécifiques, notamment avec des réanimations cardio-thoraciques, donc c'est-à-dire vraiment la chirurgie cardiaque à part, les réanimations chirurgicales également à part, la réanimation médicale, voire même éventuellement, parfois c'est exagéré, on a même des réanimations pneumo et des réanimations digestives pour les hémorragies digestives gravissimes, etc. Donc voilà en gros, mais grosso modo, c'est deux blocs, la réa chir d'un côté et la réa médicale de l'autre. Donc globalement, c'est ça qui se fait. Ok, merci beaucoup. Notre temps touche à sa fin. D'accord. Je vois, c'est comme si le docteur Chizemba veut dire quelque chose, mais... En tout cas, je vous présente d'abord mes excuses pour le désagrément tout à l'heure. Je n'aurai pas peut-être l'occasion de dire ce que j'avais, mais sinon, comprenez, ce sont les caprices de la technique, en fait. Mais sinon, j'avais peut-être deux petites questions pour Dr Lekouya. La première, sur la terminologie trauma crânien. Pourquoi s'arrête-t-il seulement à dire trauma crânien? Pourquoi pas trauma crânio-encéphalique? Deux, pourquoi il n'insiste pas sur la prise en charge pré-hospitalière? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème très sérieux, surtout en Afrique. Les patients nous arrivent souvent en retard et même là où ils connaissent l'accident, la gestion est chaotique et parfois les lésions sont aggravées avant d'arriver à l'hôpital. Pourquoi ils n'insistent pas là-dessus? Parce que si nous comptons avoir vraiment de bons résultats dans la prise en charge des traumas crâniens, comme il a dit, tout doit commencer d'abord par la prise en charge pré-hospitalière. Ok. Lekouya, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Dr Chizemba. Je m'excuse encore avec la terminologie quand j'ai commencé. Je voulais dans un monde anglophone. Il y a beaucoup de
des problèmes quand nous passons de l'anglais en français. Par exemple, les traumatismes crânio-encéphaliques, les correspondants, c'est les TBI, Traumatic Brain Injury, qui, en fait, quand vous rentrez en français, ça devient encore beaucoup plus difficile de dire traumatisme crânio-encéphalique. N'empêche, c'est presque les mêmes contextes que nous sommes là. Et c'est vrai, dans la traduction, ça devait correspondre à traumatisme crânio-encéphalique, comme vous avez mentionné. Je crois que les traducteurs, c'est aussi un autre problème qu'on a eu à faire. Je m'excuse au nom des PTC en général pour avoir traduit. C'est presque, ça évolue presque dans les pays anglophones. Et rien que quelques pays francophones qui font partie et nous y sommes aussi. On essaie d'adapter aussi les choses. Et la deuxième question, vous avez parlé des la prise en charge préhospitalière. Pourquoi tu n'as pas mis un accent sur ça, parce que c'est un problème sérieux, hein, dans la gestion traumatisée. Je crois que c'est le plus important même, parce qu'on pose la question, qui amène les patients à l'hôpital? Oui. Ça dépend des pays. Vous allez voir, c'est la police, ce sont les bons samaritains qui ne sont pas formés, qui amènent. Dans des pays avancés, généralement des pays occidentaux, et ils ont un système où on prend les patients dans les lieux d'accident ou les ramasser là où il y a les grands tremblements, où ça dépend des causes. Il y a une façon de transporter les patients. Généralement, c'est l'ambulance avec une équipe qui est déjà équipée, comme la France à la SAMU, qui s'en charge peut-être pour collecter les dés. Mais en Afrique, je crois que c'est quelque chose qu'on doit développer. On doit commencer à développer. Et comme vous avez dit, il faut vraiment qu'on insiste et développer dans les transports, la prise en charge. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les lieux d'accident? Oui. Peut-être poser immobiliser les coups, l'arachide cervicale, on peut l'immobiliser dans les lieux d'accident. Comment les transporter? Qui transporte les patients? Ce sont des questions qu'il faut vraiment poser. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Triangle. L'accident, ça date de 3 ou 5 mois, je crois. Depuis le 16 février, oui. Et 3 mois, je crois. Vous avez vu comment on a transporté les patients? C'est déjà ça, c'était l'erreur. La façon dont on transportait les patients, c'était vraiment pas correct. Alors, on devait avoir un système, peut-être au Congo aussi, comment transporter les patients du lieu d'accident jusqu'à l'hôpital, et même informer l'hôpital qu'il y a tel patient qui arrive. C'est un système qui est complexe. Mais c'est même l'objectif de ces cours ici. Excuse me, Lukoya, we have to wrap it up, please. OK, thank you. Donc, il y aura un chapitre plus en charge des casualties en général. Ça sera les sessions dernières, je crois. On aura ça. Je suis content de... OK, merci. Merci, nous avons largement dépassé le temps, mais la discussion était bonne, elle était enrichie, et c'est surtout vers la fin. Nous remercions les participants et nous vous informons que le prochain sujet, lundi, ça sera le traumatisme chez l'enfant, les principes de prise en charge des traumatismes chez l'enfant. En tout cas, nous remercions tous les membres du panel, tous les participants, les présentateurs. C'était vraiment très bien et il y a beaucoup de choses à poser. La question, malheureusement, nous sommes prisonniers du temps. Nous devons terminer. Dr. John Bennett, I think